Imaginez que vous ayez accès à des milliards de dollars au bout des doigts. Votre employeur s'est vu confier cet argent afin de le faire fructifier lentement et régulièrement. Vous pourriez simplement faire votre travail de middle office, être diligent et suivre les directives internes de gestion des risques. Ou vous pourriez contrôler ces fonds et les investir impulsivement dans des options à terme risquées, gagnant potentiellement des milliards. Quelle option choisissez-vous ? Posez-vous la question, cela en dira plus sur vous que vous ne seriez peut-être prêt à l'admettre. C'est l'un des plus grands scandales de trading de l'histoire, avec des pertes de près de 7 milliards de dollars. À un moment donné, Jérôme gagne plus d'1 milliard de dollars grâce à ses activités de trading frauduleuses, mais ensuite tout s'effondre. Comment est-il possible qu'un seul trader puisse déjouer toute une banque et qu'est-ce que cela révèle sur le système financier dans lequel nous vivons aujourd'hui ? Il a dépassé ses limites, parce qu'il n'y a aucun moyen, puisque la nuit suit le jour, qu'une personne avec si peu d'expérience puisse y arriver. Aussi intelligent soit-il, il n'aurait jamais dû trader 42 milliards de dollars sans supervision. Si la direction avait su, il lui serait tombé dessus aussitôt. Jérôme Kerviel est né et a grandi en tant que garçon intelligent dans une famille modeste et ouvrière en France. Il grandit dans une petite ville et connaît une enfance typiquement française. En somme, sa vie devait ressembler à ceci. Manger du fromage français, se promener avec une baguette sous le bras et de temps en temps, placer une option de vente à fort effet de levier. Son parcours académique le conduit à l'université de Nantes où il étudie la finance. Contrairement à ses pairs issus de grandes écoles, Jérôme Kerviel a rejoint la Société Générale après l'université publique. Jérôme n'est pas un étudiant ordinaire. Il n'est ni exceptionnellement brillant ni en difficulté. Il est, comme beaucoup le décriraient, un étudiant solidement moyen. Solidement moyen. Mais sa détermination lui permet d'aller jusqu'au bout. Et il a obtenu un master en finance, en organisation et contrôle des marchés financiers. C'est un programme universitaire destiné à préparer les étudiants à des postes de middle et back office dans les départements de trading des institutions financières. Qu'est-ce que cela signifie ? Voilà l'affaire. Le front office, c'est là où l'argent est gagné. Fusion et acquisition, trading, tout ce qui rapporte. Le back office, c'est tout ce qui n'est pas le front office. Le middle office, c'est un terme inventé par une partie du back office pour se valoriser, donc honnêtement, personne ne dirait qu'il veut faire carrière dans le middle ou le back office. Ainsi, nous devons nous demander s'il sait vraiment ce qu'il fait, ou s'il a déjà un grand plan en tête. À l'époque, exploiter le middle office pour un trading frauduleux de milliards. En 2000 à peine diplômé de son master, Jérôme Kerviel rejoint la Société Générale, ou SocGen. Pour faire court, SocGen est l'un des géants bancaires français, similaire à John Pierpont Morgan ou Bank of America aux États-Unis. On préférerait toujours une offre de Goldman Sachs, JP Morgan Chase ou Morgan Stanley à celle de SocGen, même en Europe, principalement pour le prestige. Les apprentissages sont très comparables. SocGen offre de nombreux services, de la banque de détail à l'investissement. Comme l'a dit un utilisateur de WSO, après qu'un autre ait demandé s'il fallait éviter SocGen. Mince, c'est bien mieux que rien. Le premier poste de Jérôme à la Société Générale est au middle office, où il se concentre sur les tâches de conformité. Ses responsabilités comprennent la vérification des transactions et la garantie du respect des réglementations par le front office. Ce travail de middle office peut parfois devenir très ennuyeux. Le front office vend aux clients, le middle office gère les tâches de soutien à la vente. Par exemple, la réconciliation des dossiers, la conformité et les contrôles. Le back-office soutient le développement du produit. Donc par exemple, la budgétisation, la gestion des ressources, le développement ou la maintenance des systèmes, tout ce genre de choses. Donc oui, le rôle du middle office est crucial pour maintenir les opérations de la banque, mais ce n'est pas vraiment là où vous pouvez gagner beaucoup d'argent en tant qu'employé bancaire. Pour profiter financièrement dans une organisation, vous devez toujours vous assurer de vous positionner aussi près que possible des centres générateurs de profit. Ou, selon une autre légende des traders voyous, c'est une industrie qui est construite autour du succès. Plus vous réussissez, plus vous gagnez et devenez important dans l'organisation. Mais nous le savons tous en entrant.
Notre objectif, c'est ça, gagner de l'argent et tenter d'en gagner plus que les autres. Dans ce poste de middle office, Jérôme s'assure que tous les traders enregistrent correctement leurs transactions dans les systèmes informatiques. Ces saisies sont essentielles car elles nourrissent la comptabilité et la gestion des risques de la banque. En 2005, la carrière de Curville prend un tournant important. Il est promu et rejoint l'équipe des produits Delta One à Paris en tant que trader junior. Le poste est banal au mieux. Il s'agit d'arbitrer les différences de prix entre des indices boursiers identiques. Il négocie principalement des contrats, à terme différés, jouant un rôle d'exécution et de fonctionnaire. En surface, cela semble assez ennuyeux, et en profondeur, c'est aussi assez ennuyeux. Mais cela place Jérôme au cœur des opérations de trading de la banque. Bien que le travail soit banal, il acquiert l'expérience et l'accès nécessaires pour devenir plus tard un trader voyou. Kerviel a toujours été perçu comme un outsider. On l'a qualifié de mégalomane, de génie du piratage, de joueur à haut risque en deuil de son père. Mais Jérôme Kerviel affirme qu'il est simplement un homme ordinaire, uniquement motivé par le fait de générer des gains pour sa banque et que sa hiérarchie lui a laissé carte blanche. Jérôme Kerviel commence ses opérations de trading non autorisées en 2006. Société Générale déclare que Kerviel était chargé d'arbitrer les écarts entre les produits dérivés sur actions et les prix des actions au comptant. Il a lancé des opérations fictives fin 2006 et début 2007. Cependant, ces transactions étaient d'abord modestes avant que le volume et la fréquence des opérations fictives n'augmentent. Au début, il garde les opérations à petite échelle, mais il intensifie progressivement ses actions. Il connaît parfaitement les rouages du middle office. Cela lui permet de dissimuler ses transactions au superviseur. Cette connaissance lui est très utile à mesure qu'il prend des risques de plus en plus importants. Kerviel reste prudent et clôture les transactions sous 2 ou 3 jours, juste avant que les contrôles programmés n'activent une alerte dans le système de contrôle interne. Kerviel transfère alors ses anciennes positions vers de nouvelles transactions qu'il vient d'initier. Pour faire simple, quand je pourrais gagner 100, j'afficherai une perte de 100 dans une opération fictive. Kerviel a utilisé bien plus que ses connaissances du middle office pour dissimuler ses activités. Il explique à ses supérieurs que les grosses transactions sont des erreurs pour ensuite reprendre des positions similaires. Plus tard, il aurait falsifié des emails pour détourner l'attention de lui-même. Plus tard, les responsables de la Société Générale décrivent certains des moyens utilisés par Kerviel pour contourner les contrôles internes de la banque et échapper à la détection. Le président exécutif Daniel Boukton décrit ce schéma comme un virus mutant dans lequel des centaines de milliers de transactions étaient dissimulées derrière des opérations de couverture fictives compensatoires. J'essaie de comprendre ce qui pourrait pousser un trader individuel à prendre autant de risques, peut-être bien plus qu'il ne le devrait. Comme je l'ai dit précédemment, je ne pense pas qu'on commence à le faire intentionnellement. C'est une situation très perverse. D'abord, si vous enfreignez la règle, subissez une perte et tentez de la cacher. Cela dure un moment. Vous réalisez que les contrôles sont absents et paradoxalement, vous poursuivez le trading. Vous prenez plus de risques pour essayer de récupérer ces pertes. Vous réalisez qu'il y a encore moins de systèmes et de contrôles que prévu, puis vous continuez. Les activités de trading de Kerviel s'audacient rapidement. En 2007, il réalise des transactions de milliards de dollars, dépassant son autorité de trader junior. Ces transactions restent discrètes en étant clôturées juste avant que les systèmes internes ne les signalent. Il parie fortement sur la baisse du marché, et quand la crise éclate, ses positions deviennent rentables. Voici comment il utilise les contrats à terme pour accroître l'effet de levier sur ses paris. Les contrats à terme sont des produits dérivés permettant à un trader d'accéder à une action ou un actif sous-jacent sans engager le capital pour l'achat réel du titre. En utilisant ces produits dérivés, Jérôme met en jeu des dizaines de milliards de dollars de l'argent de son entreprise. Et cela fonctionne jusqu'à présent. À la fin de l'année 2007, il est vendeur net sur le marché, pariant que les prix des actions vont baisser. Cette stratégie est efficace et génère de gros profits. Au début de l'année 2008, ces transactions ont rapporté à Société Générale plus d'1 milliard de dollars. Ce succès suscite une attention indésirable. Kerviel, voyant que ses profits attirent l'attention et sont risqués, tente de limiter ses transactions. Il prend des positions longues pour équilibrer ses gains et réduire la visibilité de son compte. Face à la crise des subprimes, Kerviel a pris un pari non autorisé de 30 milliards d'euros sur la hausse des marchés. Il a perdu. Malheureusement, le krach boursier s'aggrave. En 2008, le Dow Jones Industrial Average chute de près de 20%.
Et en une seule journée, le Dow a perdu 778 points, la plus grande baisse en points de son histoire. À ce moment-là, le S&P 500 et le Nasdaq ont également connu des baisses importantes. La tentative de Kerviel de réduire ses profits se retourne contre lui, entraînant d'énormes pertes pour la banque. Le 24 janvier 2008, le président directeur général de la deuxième plus grande banque française, Société Générale, a annoncé une perte record de 4,9 milliards d'euros. Les pertes liées aux opérations de Kerviel s'élèvent à plus de 7 milliards de dollars, soit environ 10% de la capitalisation boursière de la Société Générale. La banque subit 3 milliards de pertes de crédit croissantes, l'obligeant à chercher des capitaux extérieurs auprès des investisseurs. Nous avons découvert une position totalement cachée et avons constaté qu'elle présentait une irrégularité. La position n'était pas incluse dans nos livres comptables. Elle restait cependant dans le cadre de nos activités de marché. Ensuite, tout s'est passé très vite. Pour la banque française, un jeune trader était responsable. Jérôme Kerviel est devenu un nom connu du jour au lendemain. Même le Parlement français s'est impliqué dans ces prétendues actions. Le gouvernement français surveille de près la situation. Kerviel a été inculpé 4 jours plus tard. Le Golden Boy breton trentenaire est devenu l'enfant terrible de la banque d'investissement. Mais si ce n'était que la moitié de la vérité, et si Jérôme n'était pas le coupable, mais la victime. À la poursuite de l'histoire, le premier jour du procès de Jérôme Kerviel a provoqué une ruée médiatique. Il a fallu 15 minutes à l'ancien trader de la Société Générale et à son avocate pour entrer dans la salle d'audience. 91 médias différents ont été accrédités pour couvrir ce procès très attendu, dont un tiers venant de l'étranger. Le Monde observe le trader qui, en 2008, fit perdre près de 5 milliards d'euros à Société Générale par des paris risqués. Lorsque les opérations non autorisées sont révélées, le marché réagit violemment. Le 21 janvier 2008, alors que les marchés américains sont fermés pour le Martin Luther King Day, un trader de la Société Générale est chargé de déboucler les positions de Kerviel. La faible liquidité aujourd'hui accentue l'impact sur le marché. Le Financial Times Stock Exchange enregistre sa plus forte chute en une journée et les actions européennes signent leur pire résultat depuis le 11 septembre. Les marchés asiatiques chutent jusqu'à 15%. Les contrats à terme sur le S&P 500 touchent leur limite basse. En réponse, le président de la Fed, Ben Bernanke, organise une réunion d'urgence et annonce une forte baisse des taux d'intérêt. Et il y a des discussions pour savoir à qui revient réellement la faute de tout cela. La presse française suggère que les supérieurs de Kerviel l'ont poussé à effectuer ces transactions énormes. Alors que ce récit gagne du terrain, beaucoup trouvent incroyable qu'un trader junior ait pu se voir confier des paris aussi énormes. L'un des supérieurs de Kerviel va même jusqu'à dire qu'il n'est pas l'une de nos vedettes. Ce n'est vraiment pas quelque chose que vous voulez entendre de la part de votre employeur, mais cela met en évidence son statut relativement secondaire au sein de l'entreprise. Les conséquences des activités de trading frauduleuses de Jérôme Kerviel sont rapides et sévères. Après 48 heures d'interrogatoire intense par la police, les autorités l'inculpent pour abus de confiance et accès illégal à des ordinateurs. 2 ans et demi plus tard, un tribunal le déclare coupable. Le verdict impose 5 ans de prison et le remboursement à la Société Générale de 6,7 milliards. Honnêtement, je ne sais pas comment ça se passe pour lui. Cela a dû aussi être remis en question par les juges qui ont réduit son amende, ont déclaré les juges français. Jérôme Kerviel doit verser 1 million d'euros à la Société Générale, soit une fraction de la perte initiale de 49 milliards d'euros qu'il a causée il y a plus de 8 ans. Cela s'explique par les nombreuses fautes de la Société Générale qui ont joué un rôle clé dans l'incident. Et ce n'est pas seulement l'un des indices importants dans ce drame. Les conséquences soulèvent vraiment de nombreuses questions. Les critiques estiment qu'il est peu probable que la banque ait totalement ignoré les transactions massives de Kerviel. Ils affirment qu'un schéma de clôture des transactions dans le cycle de 3 jours, comme allégué, n'aurait pas pu être accompli, étant donné les sommes importantes en jeu. Certains estiment que la banque aurait toléré ces transactions en raison des profits importants qu'elles ont d'abord générés. En 2008, la ministre française des Finances, Christine Lagarde, mène une enquête sur le rôle de la banque dans le scandale. Les conclusions montrent que la Société Générale n'a pas instauré de contrôle suffisant malgré des avertissements pour renforcer leur sécurité. C'est incompréhensible. Ce jugement dit qu'il était seul responsable de tout. C'est un jugement qui dit que la banque qu'il a contribué à créer, qu'il a bâtie, n'est responsable de rien.
Même si elle a agi avec négligence, Les critiques, dont les avocats de Kerviel, soutiennent que la banque connaissait les transactions et a laissé faire, utilisant Kerviel comme bouc émissaire. Quand les choses ont mal tourné, la théorie selon laquelle Kerviel aurait agi seul semble tirer par les cheveux. Ses supérieurs recevaient d'importantes primes liées au profit des transactions. L'idée qu'un trader junior puisse prendre des positions supérieures à la capitalisation boursière de la banque sans supervision défie toute logique. Dans un livre publié plus tôt cette année, Jérôme Kerviel affirme qu'il n'était pas le seul à la Société Générale à prendre d'énormes risques. Il a dit que la banque tolérait ces pratiques et qu'il n'a été discrédité qu'après être passé du profit à la perte. En 2010, Kerviel est condamné à 5 ans de prison, dont 2 avec sursis. Il risque aussi une interdiction définitive de travailler dans les services financiers. Malgré sa condamnation, Kerviel parvient à gagner un procès pour licenciement abusif contre Société Générale en 2016. Le résultat surprend car il est interdit dans les valeurs mobilières. Mais la loi française lui permet de gagner. Kerviel passe finalement seulement 5 mois en prison. Le reste de sa peine a été converti en assignation à résidence avec un bracelet électronique. Au fait, on ne pense pas que Kerviel ait tiré un profit personnel des transactions suspectes. Les procureurs disent que Kerviel a coopéré à l'enquête et leur a déclaré que ces actions étaient également pratiquées par d'autres traders chez SocGen. Kerviel admet avoir dépassé ses limites de crédit, mais affirme qu'il agissait pour augmenter les profits de la banque. Il a dit aux autorités que la banque était satisfaite de ses résultats l'an dernier et qu'il prévoyait une prime de 300 000 $ sur un bénéfice déclaré de 60 millions, donc environ 0,5. Si vous y réfléchissez un peu plus longtemps, ce type n'est qu'une toute petite partie d'un très grand système. Eh bien, vous devez comprendre comment fonctionne le secteur bancaire de nos jours. C'est organisé comme un cartel de la drogue et Kerviel est juste comme un dealer de rue qui s'est fait attraper. Toutes les couches qui protègent les dealers de rue de la direction sont en place. Pendant ce temps, la haute direction, le président et le président-directeur général devraient être en prison et répondre devant la justice. Ils font partie d'un réseau criminel qui trafique des produits dérivés et des titres contrefaits. Pensez-vous qu'il a servi de bouc émissaire pour tout le système bancaire? Eh bien, encore une fois, en utilisant le cartel de la drogue et le modèle commercial du trafic de drogue, la police peut dire, ou les régulateurs peuvent dire, « Ah, on a attrapé un des méchants ». Mais les gros poissons sont relâchés, alors ils mettent juste un petit poisson en prison et laissent les vrais criminels. Le président-directeur général, le président et le conseil d'administration de SocGen, ces seigneurs des produits dérivés, restent libres alors qu'ils devraient être en prison. Si ce n'est pire. Et pourtant, même un gars qui a fait couler une banque entière, le trader voyou des traders voyous, dit que Jérôme est coupable. Vous-même, vous êtes l'un des anciens traders voyous. Vous êtes responsable de la faillite de la banque Barings. En 1995, vous avez perdu 1,3 milliard. Les pertes de Kerviel étaient 4 fois supérieures. Cela vous étonne-t-il? Écoutez, j'ai été personnellement stupéfait quand c'est arrivé. Ayant grandi sur les marchés dérivés dans les années 90, la Société Générale a toujours été leader dans ce domaine. Donc, vous savez, tout le monde les tenait en très haute estime et qu'une chose pareille leur arrive, ça a été un choc pour moi. Je suis sûr que tout le monde s'attend à ce que je prenne le parti de Jérôme Kerviel. C'est tout le contraire. Je veux dire, il faut assumer la responsabilité de ses actes. Il a dépassé ses limites de position avec des transactions illégales et a eu ce qu'il méritait. Quoi qu'il en soit, Jérôme a trouvé une autre façon de monétiser sa vie. Jérôme Kerviel, 37 ans. J'ai été autrefois trader. Actuellement, je me bats contre le système et j'essaie de prouver mon innocence face à l'accusation portée contre moi, l'abus de confiance. Il a utilisé sa notoriété pour s'opposer à ses anciens patrons et lancer une croisade contre les maux du monde financier. Jérôme a cherché à se présenter comme une victime d'un système bancaire corrompu. Il a publié un livre en 2007 intitulé approximativement Les rouages. Mémoire d'un trader se présentant comme une victime d'un système financier corrompu. Kerviel a ainsi reçu au fil des ans le soutien de personnes très diverses, comme des prêtres et des hommes politiques de gauche. Au début, il a inspiré une bande dessinée, un fan club, et a figuré sur des t-shirts. L'Outsider, un film dramatisant sa version des faits, est sorti en France et a reçu surtout des critiques positives. Jérôme Kerviel, qui souffre de phobie et de crise de panique, a déclaré qu'il ne peut pas se résoudre à regarder le film en entier, car cela lui rappelle de mauvais souvenirs. Alors, coupable ou victime, qu'est-ce qu'on en a à foutre, tant que tu peux monétiser ta situation?